Bonjour à tous. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Thérèse Lemarchand, donc fondatrice de Culture Time. Donc, je suis heureuse de vous accueillir ce matin chez Culture Time au village Baïséa, qui est le village de l'innovation du Crédit Agricole qu'on a intégré au mois de juin cette année. Donc on va commencer cette deuxième session un tout petit peu en retard. Je suis désolée parce qu'on aime bien tenir le timing, mais il y a eu un délai de transport. Donc la prochaine fois, on fera mieux, on sera pile à l'heure. Et donc cette deuxième session de 12, donc 12, c'est deux choses en fait. C'est un projet qu'on a envie de développer avec vous, qui est le laboratoire collaboratif du mécénat de demain. Pour construire ensemble, en s'appuyant sur des partages d'expériences, justement ce que sera le demain du mécénat. Et c'est aussi un concept, c'est-à-dire qu'on souhaite que ce soit un partage d'expérience réalisé sur un temps court et dynamique le matin. Donc c'est une thématique, 2 intervenants, 12 minutes d'intervention par intervenant, 12 minutes d'échange entre nos invités, et ensuite 20 minutes de questions-réponses avec la salle, de manière à ce que vous puissiez ensuite démarrer votre journée rapidement. Voilà, donc Jérémy Fretin, que vous connaissez peut-être, animera la session. Et vous avez pu rencontrer Félix Mandler, Audrey Geland de l'équipe, qui seront aussi à votre disposition à l'issue si vous souhaitez échanger. Et je vais laisser rapidement la parole à Admical, avec qui on a donc développé cette infographie du mécénat des TPE qu'on a lancée hier. Et qui est une bonne introduction à la thématique du jour. Merci beaucoup. Donc moi, je représente Admical. Pour ceux qui ne connaissent pas, Admical, c'est l'association qui assure la promotion et la défense du mécénat. Et donc, nous, chaque année, tous les 2 ans, en fait, on fait une étude pour essayer de mesurer le mécénat d'entreprise en France avec l'Institut CSA. Et donc, cette année, vous avez peut-être vu cette étude avec les nouveaux chiffres qui sont très positifs. On est très contents parce que le mécénat d'entreprise va bien. Il y a 14% d'entreprises qui sont mécènes en France. Et parmi elles, bien sûr, des grandes entreprises, mais aussi des TPE et des PME. Et donc 14% d'entreprises qui sont mécènes, ça veut aussi dire qu'il y a 86% d'entreprises qui ne sont pas encore mécènes, et donc qu'il faut aller chercher et qu'il faut convaincre. Et donc c'est pour ça qu'on a fait aussi cette infographie avec Culture Time pour vous donner des clés pour pouvoir structurer aussi votre projet, et puis ne pas hésiter à aller chercher les TPE, les PME qui sont dans votre région, à côté de chez vous, et qui sont un vivier énorme voilà, pour la levée de fonds. Donc voilà, on est très heureux d'avoir fait cette infographie avec Culture Time, et puis place au débat maintenant. Merci Marion. Alors pour information, on peut retrouver l'infographie sur le site d'Admical et sur le blog de Culture Time. Donc ouais, merci. On espère que cela donnera envie aux entreprises de se lancer dans l'aventure du mécénat, et puis pour les porteurs de projets de se rapprocher des acteurs économiques de leur territoire. Donc place au débat. Pour introduire la chose, je voudrais souligner tout le plaisir que l'on a d'avoir à nos côtés nos 2 intervenants. Donc à ma gauche, Jean Furet, PDG d'Ernet, qui est une entreprise de nettoyage industriel basée à Rouen, dont l'engagement sur la culture et sur des projets d'intérêt général a été très connu, reconnu et salué notamment par Admical en 2009, puisque Ernet a eu l'Oscar Admical pour sa politique de mécénat. Donc Ernet, c'est une entreprise mécène de l'Opéra de Rouen, Normandie, avec lequel on avait travaillé pour une campagne de crowdfunding. Et d'ailleurs, donc Juliette Desmarques, qui est la responsable mécénat de l'Opéra, avait été venue pour la première session de 12 au mois de juillet. À ma droite, Stéphane Battle, qui est directeur artistique, metteur en scène et comédien au Grenier de Toulouse. Stéphane qui a eu la gentillesse de venir au mois de juin pour nous faire une session de coaching sur la prise de parole en public. Donc j'espère Stéphane que tu es fier de nous aujourd'hui. On essaie de suivre tes conseils avisés. Et voilà, je te remercie encore une fois pour ta venue aujourd'hui. Voilà, je vais vous laisser parler maintenant. Donc vous connaissez le concept, vous avez 12 minutes pour nous exposer votre retour d'expérience sur la thématique du jour. Donc entreprise locale, acteur de l'intérêt général, unissez-vous. Donc Jean Furet, c'est à vous. Merci.
Déjà, je regrette de ne pas avoir connu Stéphane plus tôt parce que pour la prise de parole en public, ça m'aurait été bien utile. Mais avec l'âge, on s'améliore. Enfin, j'espère. Vous le verrez, vous le lirez à la suite. Déjà, merci pour l'invitation parce que c'est toujours plaisant de partager son expérience. Alors, 12 minutes, c'est court et c'est long. Ce que je vais plutôt vous parler de vécu plutôt que de grands principes, mais dans le vécu, les grands principes sortent d'eux-mêmes. Oui, prise de parole en difficile. Quand ça part mal, c'est terrible. Je suis dyslexique. Bon, maintenant, je le sais, j'assume. Donc, en réalité, à la base, le mécénat, c'était une idée. Il n'y avait rien de construit. Ça a été, comme beaucoup de PME en France, c'était une question de rencontre. Des amis qui étaient dans la culture, qui m'ont rencontré, qui m'ont dit, écoute, on fait tel projet, tu es chef d'entreprise, nous, tu sais gérer des structures, on a besoin de quelqu'un qui nous donne un coup de main et financier, mais également en termes de structure, parce qu'on est au début des années 2000. Donc, est-ce que tu veux bien nous donner un coup de main? Et c'est parti comme ça. Et puis après, comme Rouen est une petite ville, de rencontre en rencontre, à la base, j'ai donné un coup de main dans un orchestre. L'orchestre était en difficulté financière. On m'a demandé de prendre la présidence pour relever l'orchestre parce qu'il y avait un grand projet, la Passion selon Saint-Jean, qui est assez onéreux. On a remonté, on a lancé on a mis en place ce projet, ça s'est bien passé, ça a permis de dégager quelques finances et d'assurer la pérennité de l'orchestre. Et puis un jour, il y a eu une rencontre avec une personne que j'avais rencontrée également lors de soirées, qui était Sylvie Saint-Cyr, qui prenait la direction, le secrétariat général de l'opéra, et qui me dit, écoute, je voudrais monter un club mécène. Je sais que tu es très impliqué dans la vie rouennaise. Est-ce que tu peux me donner un coup de main? Est-ce que tu veux bien participer? Pourquoi pas? C'était sympathique. Il y avait un côté coup du cœur, coup de tout ce qu'on voudra. Donc je lui dis OK. Et puis on l'a monté. Et puis au début, on a fait du mécénat du traditionnel, c'est-à-dire qu'on a invité en contrepartie les clients. Et puis il n'y avait rien de. Puis la première année, c'est passé normalement, sans plus. Mais c'était vraiment une question de rencontre, sans structure, sans rien. Ce qui veut dire qu'il y avait beaucoup d'éphémères dessus. Le jour j'étais là après cette année-là, l'année prochaine, je pouvais très bien partir ailleurs ou arrêter totalement. Donc il y avait et puis c'était quand même une charge assez importante pour une petite PME ce qu'on était à l'époque, parce que ça nécessitait de faire des invitations, ça nécessitait de prévenir les clients, ça nécessitait un suivi, ainsi de suite. L'entreprise était en plein démarrage, elle avait eu de grosses difficultés quand je l'avais reprise, donc j'avais ça à faire, plus le reste, et en plus il n'y avait pas d'historique sur Rouen de structure véritablement établie qui puisse servir de repère. Donc on a fait ça et puis au bout d'une année, 2 années, on s'est dit mais pourquoi ne pas aller plus loin? C'est à ce moment-là à peu près que Juliette est arrivée d'ailleurs et Juliette Desmarques qui était intervenue la dernière fois. Donc pourquoi ne pas aller plus loin et plutôt que d'inviter les clients qui eux-mêmes sont déjà des habitués de l'opéra, société de nettoyage, pourquoi ne pas inviter et faire associer le personnel? Donc on a complètement changé de braquet et on s'est dit on va faire tous les efforts sur le personnel. Compte tenu que je n'avais pas beaucoup de moyens, la contrepartie, ça a été du mécénat de compétences. Ce qui veut dire compétences dans le nettoyage, c'est facile, parce que de toute façon, il y a toujours des vitres, des rampes à nettoyer, du sol à aspirer. Donc il n'y avait aucune difficulté, ça allait de soi. Ce qui fait qu'on a réfléchi et on a décidé de mettre les efforts. Alors le problème, c'est que les salariés n'étaient pas du tout demandeurs. La culture, c'était l'affaire des nantis, d'une certaine élite, entre guillemets, mais ce n'était pas leur problème, il n'y avait aucune demande. Il n'y avait ni pour ni rien, c'était un blanc absolu. Donc il fallait les faire franchir le pas, la porte. Ce que nous avons fait après réflexion, c'est qu'on les a invités à travers une thématique qui les concerne, c'est-à-dire on les a invités à visiter les ateliers, parce qu'on a la chance à Rouen d'avoir un opéra qui construit ses propres scènes.
Donc atelier, ce qui veut dire que là on est arrivé sur la mécanique, on est arrivé sur la menuiserie, on est arrivé sur de la couture, on a fait visiter les coulisses, c'est intéressant, il y a tout un aspect technique, et on a joué d'abord sur le personnel qui était sur place, et on a cherché sur des thématiques qui étaient des thématiques faciles. Donc, on n'est pas parti tout de suite sur des concepts trop compliqués. On n'est pas parti sur la musique moderne, par exemple, de manière claire. On a évité. Et après, il y a eu une personne, puis 2 personnes, puis 3 personnes. Et finalement, on arrive maintenant à voir chaque année, une vingtaine de personnes. Alors on me dit oui, mais 20 personnes par rapport aux effectifs, c'est quelques pourcentages. Mais si on prend le pourcentage des personnes qui viennent régulièrement par rapport au nombre de personnes, au pourcentage d'habitants de l'agglomération de Rouen qui viennent régulièrement, on est largement au-dessus. Et même, je dirais, une seule personne, c'était une réussite. Donc ça a été probant. De fait, il reste combien de temps là? 6 minutes, bon, c'est bon. Donc de fait, on a élargi et puis on a essayé de structurer tout cela. Le club mécène s'est amené. Alors après, il y a eu Admical, j'ai eu la chance d'être lauréat de Admical en 2019, la première PME, ce qui était important parce que ça a donné une crédibilité sur la région et ce qui a permis de passer un message avec une reconnaissance. Et ça a été très positif pour le mécénat dans son ensemble. Donc, on a continué, mais parallèlement, j'ai toujours fait très attention à l'opéra, c'était une chose. Après, il y avait les petites structures, les petits orchestres et autres. Donc, j'ai toujours fait attention à conserver une place pour les petites structures parce que on est arrivé à une période où les pouvoirs publics se sont désengagés. Donc les pouvoirs publics disaient à toutes les structures, écoutez, allez voir les entreprises. Et donc tout le monde s'est précipité sur les entreprises. Et là, tout l'amateurisme a surgi. C'est-à-dire que les entreprises ont commencé à taper, on a commencé à taper aux portes des entreprises. Mais que ce soit le théâtre, que ce soit la musique, que ce soit les musées, mais en ne proposant rien, si ce n'est de dire globalement, écoutez, vous avez de l'argent, participez, venez avec nous, vous nous donnez des sous, puis on vous donnera à hauteur de votre implication 25% de place. C'est bien, mais un chef d'entreprise, d'abord, sa première vocation, c'est de faire fonctionner son entreprise. Parce que c'est ça son métier à la base, donc de gagner de l'argent, parce que pour en dépenser, il faut en gagner d'abord. Et puis ensuite, quand on est dans une PME, c'est quand même très lourd. Donc, et ce qui est paradoxal, c'est que la culture n'avait pas fait le choix d'accompagnement comme l'ont pu les faire les sportifs. Quand on prend les équipes de foot, quand on prend les équipes de rugby et autres, il y a tout un travail d'accompagnement et tout un travail d'aide aux chefs d'entreprise qui est en place. Il suffit de copier, mais je pense, alors là, je parle sous couvert d'un homme d'artiste. Je pense qu'il y a aussi un tabou, le tabou de l'entreprise qui est perverti, qui peut avoir des exigences qui vont gêner l'artiste, etc., tout ce que vous connaissez pour vous-même. Ce qui fait que le premier problème, c'est déjà de casser ce tabou, et ensuite de réfléchir et de se dire comment on va aider. Et on ne peut pas venir, je pense, ça c'est ma conviction personnelle, on ne peut pas venir faire du mécénat et le mécénat soit un partenariat, un vrai partenariat dans lequel chacun essaye de comprendre l'autre. Chacun se met à la place de l'autre de façon à créer un projet commun avec des compétences et avec des approches qui doivent être complémentaires, qui à la base sont différentes et qui doivent être complémentaires. Et ça veut dire un concept global qu'on peut travailler ensemble. Ce que j'ai fait, c'est un exemple, mais qui n'est pas transposable partout. Par contre, qui peut donner des idées. Ce qu'on a fait, alors quand je dis ce que j'ai fait, ce qui est faux, ce que l'on a fait, parce qu'on l'a fait en commun avec l'opéra notamment, parce que c'était les plus structurés, il y avait une personne dédiée, donc
ça a été transmis sur les autres, et les autres structures, les petits orchestres et autres en ont bénéficié du fait de l'expérience, puisqu'on a fait on s'est vu avec d'autres structures. Ce que l'on a fait, c'est qu'on a conçu un concept global pour l'entreprise qui est parti du mécénat. Alors pourquoi la culture d'abord? Parce que la propreté est un métier dénigré, qui commence à être considéré comme un métier, mais il y a très peu de temps. Donc il fallait travailler sur l'image. Or, quelle est la meilleure image que celle de la culture, qui doit être une image d'excellence? Donc il y avait une association avec ce qui veut dire que la communication sur le site a été modifiée, les plaquettes ont été totalement différentes. Si vous voulez, j'aurais peut-être dû en amener, mais par exemple, sur la plaquette, on ne parle pas de nos savoir-faire et autres, c'est simplement des mains, la main d'un orchestre, la main d'une femme, d'un agent de propreté, c'est plus large, d'un agent de propreté, en réalité, je ne sais plus ce que le terme exact, enfin, pas agent spécialisé de propreté, et un joueur de piano avec un joueur de piano avec un agent de propreté qui a un certain geste, même chose. On a fait une corrélation pour montrer cette recherche et avoir une idée qui sorte de l'ordinaire. Donc tout le concept a été mis en place de manière très cohérente avec ce qui se passait sur l'extérieur. Alors après, c'est toujours difficile de savoir s'il y a eu un retour ou pas et quel est l'impact du retour. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a eu une vision différente de la structure de la société, de l'entreprise par rapport à ce qu'elle était dans le passé. Une chose très simple, c'est quand j'ai repris l'entreprise, on disait voici, quand il y a toujours des difficultés, vous avez une difficulté, je vais changer de société. Alors qu'après, il y a eu une difficulté, regardons ensemble comment on pourrait faire pour améliorer. Ça, c'est déjà une reconnaissance. Donc, qui dit reconnaissance de l'entreprise, dit reconnaissance des salariés. Au niveau des salariés, ensuite, on leur a donné la possibilité de progresser. Mais tout ce travail de réflexion n'aurait pas pu se faire si le chef d'entreprise avait été tout seul, s'il n'avait pas été accompagné, s'il n'y avait pas eu un partenariat. On est aux 12 minutes. On est aux 12 minutes. Merci Jean Furet. Merci. Donc c'est à Stéphane. On peut l'applaudir, oui. On reviendra du coup sur les éléments que vous avez évoqués dans votre discours. Donc maintenant, c'est à toi, Stéphane. Bonjour à toutes et à tous, merci de m'avoir invité. Je suis très honoré d'être là ce matin. Oui, je suis très fier de vous puisque tu me posais la question, puisque j'ai eu la chance de venir vous rencontrer il y a quelques mois. Je le suis moins de moi ce matin car c'est de ma faute si nous avons démarré en retard. Donc pas du tout de la part de Culture Time qui n'y est pour rien. Voilà. J'ai été complètement absorbé par ce que vous avez dit parce que voilà. D'ailleurs vous avez tout dit. Voilà. Merci. C'est terminé pour aujourd'hui. Voilà. Mais j'ai fait en 43 secondes, tu vois. Voilà, moi je suis Stéphane Battle, je suis directeur du Grenier de Toulouse, qui est une compagnie de théâtre très ancienne, que je n'ai pas fondée, mais dont j'ai hérité. Je suis metteur en scène et comédien. Moi j'ai découvert le mécénat par nécessité. Jusqu'à présent, notre compagnie était subventionnée par l'État ou par la ville de Toulouse, grassement, et je trouvais ça tout à fait normal et tout à fait justifié par rapport à mon génie. Ne riez pas. Et sauf qu'à un moment, effectivement, les pouvoirs publics ont considérablement réduit leurs aides, et là, c'était beaucoup moins rigolo du coup comme métier. Justement au moment où nous accédions, Pierre Matra et moi-même, à la direction de cette compagnie. Le vieux monsieur qui ce jour-là nous a dit: écoutez les gars, puisque vous n'avez que 2 demi-cerveaux chacun, je vous nomme tous les 2 directeurs du Grenier de Toulouse. Débrouillez-vous maintenant puisqu'il n'y a plus d'argent. Et là c'était plus tendu. Et on me parle du mécénat culturel, effectivement, qui arrivait en termes de, je sais plus, 2010. Enfin en tout cas moi j'en ai eu écho vraiment à ce moment-là. Je me suis dit c'est formidable. Il y a donc des gens riches qui vont me donner de l'argent pour que je crée. Donc c'est simple, il suffit d'aller les chercher. Et donc, parce que moi, le mécénat, c'était, j'imaginais, vous savez, au XVIIe, les grands mécènes qui commandaient des tableaux, et puis nous, on était comme ça, là, comme des gros bébés, et on attendait que l'argent vienne. Et ça me plaisait bien comme idée, en fait.
Et donc je suis allé à la Chambre de commerce et d'industrie de Toulouse et j'ai demandé la liste des gens riches qui allaient m'aider moi. Et en fait, il n'y en a pas de liste. Ou plus exactement, on m'a dit, bon, vous êtes sympathique, mais ça ne marche pas comme ça. Mais comme, bon, on va vous aider, mon pauvre garçon, on va vous prêter une salle du palais consulaire. Et tous les jeudis matins, de 6h à 8h du matin, vous recevrez quelques personnes qu'on vous enverra, des gens importants, avant qu'ils prennent leur avion pour toute l'Europe, des grands PDG. Ils viendront écouter ce que vous avez à leur dire. Très bien, qu'à cela ne tienne. Et j'ai acheté des chocolatines, tout ça, du café. Et j'ai appris des mots comme PowerPoint, tout ça, fait des choses comme ça. Et je me suis dit, bon ben voilà, c'est facile. Et donc j'explique, on est Toulouse, 1945, grande compagnie, tout ça, voilà. Et ils m'écoutaient, il y avait 3-4 personnes qui arrivaient avec des chauffeurs, comme ça. J'ai encore le bruit des limousines sur le gravier. J'étais content comme tout. Sauf qu'ils m'écoutaient, ils déjeunaient, ils mangeaient mes chocolatines et ils repartaient. Alors bon, je dis, bon, ils sont timides. 2 fois, chaque semaine. Voilà. Et au bout de 6 mois, rien. Si ce n'est un gros déficit en termes de budget de chocolatine. Au bout d'un an, j'avais 150 € de mécénat culturel. Et vous, mais certainement à peu près, ça se devait couvrir mes frais. Vous voyez, je suis tombé à 0. Mais là, j'étais vraiment à 0. C'est-à-dire que là, même le moral était à 0. Et en tant que responsable de cette compagnie, j'ai compris que ça allait mal quand même. Ça allait mal finir cette histoire, puisqu'on n'avait plus de théâtre, plus rien. Jusqu'au moment où j'ai compris qu'au lieu de... je me suis dit, mais pourquoi ils m'aident pas en fait? Parce qu'on n'aide pas forcément un mec qui est un loser. Parce que ces gens-là, c'est des chefs d'entreprise, c'est des gagnants. Et après tout, je me dis, mais pourquoi ces gens-là aideraient un type qui s'en sort pas? Je mendie en quelque sorte. Et le mécénat, c'est pas ça du tout. C'est pas du tout, comme vous l'avez dit, on toque à la porte, ben donnez-moi des sous, vous aurez des places. Ça marche pas, ça. Ça marche pas, parce que pourquoi aider le grenier? Pourquoi pas d'autres personnes? Pourquoi la culture? Pourquoi... et là, j'ai commencé à me dire, au lieu de tendre la main comme ça, j'ai commencé à la tendre comme ça. C'est-à-dire en disant, voilà, au lieu de dire aidez-moi, j'ai dit, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Voilà, moi, qu'est-ce que je suis? Sincèrement, moi, je me suis dit, mais je suis rien, c'est-à-dire que je suis inutile à l'entreprise. Je suis metteur en scène, comédien, ça ne sert à rien. Et je le pensais vraiment, et c'était un peu triste d'ailleurs que je pense ça de moi. Je me disais, je ne sers à rien, je peux pas... Et puis je me suis dit, ben voilà, moi je suis comédien, je suis metteur en scène, voilà mes compétences, mon métier c'est de faire s'exprimer des artistes sur scène, de les mettre en scène. Voilà c'est tout ce que je sais faire, mais ça je sais à peu près le faire. Et là, il y a un premier mécène qui est venu me voir et qui me dit, écoutez monsieur Battle, moi j'ai un problème, j'ai des commerciaux timides. Ce qui est embêtant de voir des commerciaux timides, ça je veux bien l'imaginer. Vous voudriez pas venir leur parler de comment on parle en public, comment... Oui, après tout oui, puisque j'ai dit qu'est-ce que je peux faire pour vous, mais hors mécénat, hors argent, hors un service comme ça. Oui, d'accord, oui. Et je me retrouve un matin dans une usine de béton cellulaire, dans une salle avec des gros malabars, vous savez, qui vendent du béton depuis 15 ans. Et là, il y a une solitude quand même qui s'empare de l'homme. Hein. Surtout dans la voiture, je me dis, mais mon Dieu, tu as fait des études sur Shakespeare, Molière, Bon, mais écoute, voilà, la vie ne fait pas de cadeaux, et puis voilà. Et ben, c'était idiot, encore une fois, parce que c'était des gens qui avaient beau être costauds, ben, ils avaient la trouille de parler en public. Et c'est vrai que c'est pas si simple, en fait, c'est pas si évident d'être vrai, sincère, de dire les choses, d'avouer ses impuissances finalement, d'avouer ses faiblesses. Et d'ailleurs, c'est quand on le dit que tout d'un coup les gens disent mais bon allez, tiens, qu'est-ce qu'il y a bien. Et donc je travaille avec eux une après-midi, et c'est super, des gens charmants, qui rougissaient un peu, qui s'étouffaient en parlant, qui étaient un peu gênés, alors qu'ils avaient l'air d'avoir une aura comme ça. Donc il y a des trucs de comédien à dire, comment on respire, comment on s'adresse aux gens, à qui on s'adresse, pourquoi on le fait surtout, etc. Bon, j'invente un truc comme ça au fur et à mesure. J'y vais 2 après-midi, puis c'est tout. Et puis je disparais, puis il se passe rien. Enfin, il n'y a pas d'autre échange. Et un mois après, le PDG Europe c'était la Mapei, la Mapei qui avait une usine italienne à Toulouse. Le PDG italien m'appelle, monsieur Battle, excusez-moi, vous êtes intervenu au secteur de Toulouse, et voilà, les commerciaux, mais qu'est-ce que vous leur avez dit exactement? Le mois dernier, oui, c'est vrai, non, ces gens charmants, qui étaient un peu gênés de parler en public, alors qu'ils aiment leur métier, en plus souvent, des gens qui... Oui, d'accord, mais qu'est-ce que vous leur avez dit, en fait
Ah mais non, mais c'est des jeux comme se détendre, se dire qu'après tout un public c'est un ami, les gens ne sont pas là pour vous juger, que voilà, et du coup bon ça détend un peu. D'accord. Mais les mots exactement, vous avez dit quoi? Et je sais pas, parce que vous comprenez, ils ont refait leur tournée nationale, on a fait plus 28%. Qu'est-ce que vous leur avez dit? Venez dans mon bureau, alors il prend l'avion 2 jours après, on se retrouve comme ça, et il me dit, mais vous êtes qui vous d'abord? Ben voilà, moi je suis metteur en scène, je suis ça, je suis directeur du Grenier de Toulouse, j'ai un projet d'ailleurs de maison, parce que j'espérais pouvoir... Très bien, et je vous offre tout le second œuvre. Tout le second œuvre, les bétons, l'école, etc. J'ai dit, ah bon, mais on peut le faire par mécénat si vous voulez, mais je m'en fiche, moi je vous l'offre. Donc, c'est là que j'ai commencé à comprendre que le mécénat, c'était pas un problème de défiscalisation ou de toc-toc, vous aurez des places, etc. Que c'était un rapport, que c'était un troc de compétences. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça. Et donc, premier mécène, je reviens, je dis, ah, attendez, je crois qu'on a un mécénat, là, ça a marché, en fait. Et là, je suis revenu dans mon palais consulaire, là, ma salle, et j'ai dit, voilà, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ah, ben moi, voilà, je fais partie du club des avocats de Toulouse, voilà, vous pourriez pas faire un peu de formation, de prise de... Ah, ben oui, si vous voulez, etc. Ou d'autres, voilà, moi, j'ai jamais vu des coulisses de théâtre, ça m'intéresserait, mais mes employés, ils voudraient, voilà, etc. Et là, j'ai commencé à comprendre que j'offrais un service, des compétences, et en face, les gens disent, ah ben ouais, ça m'intéresse, ouais, pourquoi? Bon, moi je fais ça. Et là, la machine a démarré. La machine a démarré. Et on est passé de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 60, 80 mécènes. Et là, ça a explosé. Ça a explosé complètement. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, le Grenier de Toulouse n'a plus aucune subvention publique. Nous sommes une douzaine de comédiens permanents, des administrateurs, c'est une petite PME, moi je le prends comme ça, et qui est complètement indépendante de l'État. Et après, du coup, il a fallu organiser, inventer cette histoire de mécénat. Comme vous le disiez très justement, il y a aussi un problème de complexe de part et d'autre. C'est-à-dire que bon, moi j'allais vers eux parce que par nécessité, par devoir au nom du groupe, avec un peu de peur quand même, me dire mais moi je suis nul, je sais rien faire. Eux, c'est des gens qui ont des vrais métiers, donc comment on va faire? Finalement, on s'est rendu compte qu'on avait des métiers qui pouvaient être complémentaires. De l'autre côté aussi, des chefs d'entreprise qui me disaient bon toi ça va, mais tes collègues ils sont pas un peu, ils sont comme toi? Oui, c'est des artistes, c'est des hommes, des femmes. Et donc de part et d'autre, il a fallu casser la glace. Alors que c'est aberrant puisque nous vivons justement de ce rapport au public. Scéniquement. Mais n'empêche qu'aller se serrer la main, aller boire un coup, même si les gens sont très aisés avec des comédiens qui le sont moins, il y a un petit rapport sociologique qu'il a fallu casser là aussi. Et du coup, les choses ont évolué. On a fait des clubs, on les a rassemblés. Alors, il y a des mécènes qui voulaient aider plutôt la compagnie, la nuit, le fonctionnement. D'autres, la création, qui voulaient s'associer à un spectacle. Et les troisièmes, parce que j'avais ce projet qui me tenait à cœur, c'était de bâtir la maison du Grenier de Toulouse, c'est-à-dire une matrice, un endroit où on pourrait répéter, une salle vide, mais où on pourrait répéter, travailler. Et là, à nouveau, ça s'est enflammé. Des mécènes dans le nettoyage, notamment, dernièrement, du béton ciré, etc. etc. Et là, on va démarrer les travaux de cette fameuse salle dont je rêve depuis 6 ans, pour un montant quand même 2 millions d'euros, qui ont été levés en mécénat à 80%. Donc, le mécénat, c'est génial, mais c'est tout, j'ai envie de dire, sauf une question d'argent. C'est presque une forme d'humanisme, en fait. Il faut réinventer son propre humanisme. Moi, ça m'a remis en question humainement. C'est-à-dire de se dire qu'est-ce que je vaux, qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que je souhaite, pourquoi je fais ça. Et en face, il y a des gens qui ont leurs propres urgences, leurs propres nécessités. Et quand on se contacte, là, ça devient assez extraordinaire. Et pour finir, c'est extrêmement créatif, le mécénat culturel. C'est-à-dire que, comme vous le disiez, mécène, ça peut être one shot, un an, et puis il s'en va. Donc il y a quelque chose, il y a un lien, je dirais presque amoureux, il y a un art du mécénat, comme il y a un art d'aimer, c'est-à-dire qu'il faut se réinventer tout le temps. Ok, ils veulent visiter les coulisses, d'autres m'ont fait comprendre qu'ils avaient plutôt envie d'assister aux répétitions. Bon, moi, ça me paraissait sans intérêt, parce que les répétitions, pour moi, c'est la cuisine, c'est pas fini, etc. Mais ils ont voulu, très bien. Donc j'ai dit aux collègues, là aussi, choc culturel, vous laissez tomber. Oui, bon, je sais, va, on ne klaxonne pas discrètement comme ça, avec ton truc là contre la cuisse. Là aussi, je leur ai dit, bien, on ouvre les répétitions. Et ils ont la clé du Grenier de Toulouse.
C'est-à-dire qu'ils viennent à 7, 8, ils se mettent au fond de la salle, et puis nous on cherche, on répète Molière, Shakespeare, donc quand même je retombe sur mes pieds, et ils assistent à ça très respectueusement, religieusement, ils adorent ça, etc. D'autres, ils veulent visiter voilà, les décors avec leurs enfants une fois que le rideau est fermé. Donc ils restent dans la salle, les autres publics s'en vont, et ils traversent le rideau. Donc c'est quotidiennement qu'il faut inventer ce rapport, et c'est extraordinaire à vivre humainement. Merci Stéphane. On peut applaudir également. Donc maintenant à vous, 12 minutes pour échanger sur du coup les témoignages de l'un et de l'autre. Tous les deux. Allez, sortez. Voilà. Donc Jean Furet, qu'est-ce que vous avez pensé du coup de cette expérience que nous a relaté Stéphane dans l'approche Je vais pas redire ce qu'il a dit. Non, oui, c'est complémentaire. C'est complémentaire, oui. Puis on a une. Bon, finalement, on se retrouve avec deux expériences un petit peu éloignées, quoique je suis du Sud-Ouest au début. Donc, il y a quand même un point commun. Gentil, c'est pour ça. Voilà, exactement. Mais rouennais d'adoption. C'est pas grave, c'est pas grave. Si, pour le soleil. Donc, oui, on retrouve les points communs. Et on a, à travers l'expérience, c'est ce qui est intéressant, c'est-à-dire que plus il y a de points communs, plus ça veut dire qu'on est sur la bonne voie dans notre approche et notre réflexion. Et c'est sûr, il y a juste une chose sur laquelle les chefs d'entreprise, je voudrais reprendre, les chefs d'entreprise, c'est pas automatiquement les grosses voitures et les grosses limousines. Il faut savoir aussi que les chefs d'entreprise, c'est beaucoup de la toute petite PME, avec un chef d'entreprise qui est hors orchestre et non pas chef d'orchestre, c'est-à-dire qu'il fait tout. Il a tous les instruments sur le dos, et il est marketing, il est financier, il est commercial, il est tout. Ce qu'il faut différencier du chef d'entreprise, chef d'orchestre, qui lui peut déléguer. Et c'est toute la difficulté, et l'Admical la connaît bien, c'est-à-dire qu'il y a les fonds d'adaptation qui sont structurés, qui sont organisés, qui ont des responsables, qui ont des directeurs de la communication, eux, ils ont une approche qui n'est pas du tout la même. Le chef d'entreprise PME, et c'est celui-ci, parce qu'on dit la PME, mais en réalité on la connaît très peu. C'est celui qui est quand même l'émanation même du tissu économique français. Celui-là, il faut vraiment beaucoup l'aider, il faut le décomplexer, ce qui était très dit, l'amener, parce qu'il y a vraiment un complexe terrible du chef d'entreprise qui a l'impression d'être un ignare, un inculte, quelqu'un qui va et puis qui n'a pas le temps et qui n'a pas envie, qui va se dire c'est autre chose, qu'est-ce que je vais m'embêter, demander à son encadrement de s'investir. Son encadrement lui dit, enfin c'est ce qu'ils m'ont dit, et ça se passe partout ailleurs, attendez, vous nous demandez de faire ça, mais d'abord vous allez regarder nos résultats. Et donc, on va d'abord faire les résultats avant de s'investir, ce qui fait qu'il y a un travail pédagogique, d'accompagnement très lourd, et ça, c'est ce qui est très bien ressorti, c'est à ce niveau-là. Mais, et des chefs d'entreprise dans la PME aussi, qui pour un grand nombre, ont un salaire, si on le met au taux, on le rapporte à un taux horaire, un salaire qui est inférieur à beaucoup de leur encadrement. Oui, absolument. D'autant plus que, bon, je me suis amusé à raconter cette histoire effectivement des chauffeurs, etc. Mais d'abord, ceux-là ne m'ont rien donné. Donc ça prouve bien. Et c'est vrai que mon deuxième conseil après, pour ceux qui s'intéressent à ça, en tout cas moi, le premier conseil, c'est de dire qu'est-ce que je peux faire pour vous. Mais après, ma grande erreur aussi, c'était de premier réflexe, c'est d'aller voir les gros. Si j'ose dire, Toulouse, on pense à Airbus, on se dit, ben voilà, je vais aller voir. Mais non, parce que c'est là où tout le monde va voir. Ils sont tapés à mort. Donc ça ne marche pas. Ça ne marche pas. En revanche, quand je vous ai dit qu'on en a entre 70 80, c'est justement plutôt des moyennes, voire des petites entreprises, des artisans, le boulanger, le charcutier. Parce que pour défiscaliser, par définition, il faut payer des impôts. Donc déjà, il faut des entreprises qui font un bénéfice assez large, suffisamment imposé pour que ça soit au moins un peu intéressant. Il ne faut quand même pas se le cacher non plus. Il y a cet intérêt-là. Donc moi, ma grande erreur aussi, c'est d'aller voir des gens vraiment, je sais pas, les Carrefour, etc. Eux, jamais. En revanche, des petites entreprises qui ont
Et ce que vous disiez effectivement est très juste, c'était que souvent ce sont des autodidactes, des gens qui ont des petites entreprises qui ont même grossi, qui fonctionnent, mais souvent des gens qui sont faits tout seuls, qui ont finalement fait peu d'études. Et c'est là qu'il y a ce complexe, justement, de gars ou de femmes qui disent oui, mais moi le théâtre c'est pas pour moi, surtout les hommes quand même, c'est pas pour moi le théâtre. Et heureusement il y a leurs femmes qui disent bon, ouais, bon, ma femme ça peut l'intéresser peut-être. Oui. Donc parce qu'honnêtement, bon, de vous à moi, c'est les femmes qui amènent les hommes au théâtre. Vous verrez jamais un mec dire chérie, ce soir on va au théâtre, là, il y a il y a les précieuses ridicules. Non, ça n'existe pas, hein. Ça c'est impossible. Hein. Donc c'est toujours les mesdames qui amenaient les messieurs qui râlent un peu, et si par miracle on n'est pas trop mauvais, ils disent ah bah ouais. D'ailleurs, il peut y avoir dans la salle, il n'y a qu'un seul homme. Oui, je dis ça mes messieurs parce que je l'ai repéré et je vous salue monsieur. Donc voilà, et ce complexe il est là, c'est que ce sont des autodidactes qui se disent ça c'est pas pour moi. Donc déjà là aussi il y a une petite barrière à franchir. Mais après, moi, où je me suis étonné à me retrouver, c'est que les chefs d'entreprise de petites ou moyennes entreprises, j'allais dire, sont comme moi. C'est-à-dire que ce sont des gens qui font tout, du sol au plafond, si j'ose dire. Mais c'est vrai, comme moi, il faut tout, enfin, il faut être complètement polyvalent. Et c'est là que ça se contacte très bien entre nous. C'est qu'ils savent que ben, je vais passer le balai, comme je vais donner des ordres de subvention, ou des choses comme ça, ou d'ordres de direction de mise en scène, etc. Et en fait, quand on comprend qu'on est finalement des chefs d'entreprise mutuellement, là, tout d'un coup, la machine s'emballe. Et c'est extraordinaire à vivre. Il y a un élément sur lequel j'aimerais bien vous entendre, c'est que vous avez évoqué rapidement, c'est comment communiquer sur cet engagement auprès de vos équipes en interne. Parce que vous parlez beaucoup de votre position chacun en tant que chef d'entreprise et directeur, mais comment vous avez fait pour mobiliser vos équipes en interne et un peu essayer de démystifier toute cette politique de mécénat que vous cherchiez à développer? Quel outil, quelle démarche Alors bon, moi d'abord, ils avaient peur. Moi, c'est vrai. Ils me disaient mais qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils vont me demander, qu'est-ce qu'ils vont nous demander. C'est aussi il y a un délire sur le fait que, alors je veux pas politiser les choses, mais beaucoup de collègues disent oui mais bon, si on se vend au capital, un délire complet, qu'est-ce qu'ils vont te demander? Ils vont nous demander, tu vas voir, ils vont te dire attention, ça se décore pas comme ça, ou cette pièce. Mais non, mais c'est un pur délire. C'est un pur délire. Ils sont comme ça, et ça devient des amis qui sont plutôt hyper positifs, voire ébahis dans le meilleur des cas. Jamais, mais ça leur traverserait l'esprit de me faire la moindre remarque sur ce qu'on fabrique. En revanche, je le dis entre nous, à l'époque où je dépendais des élus, eh ben, je peux vous dire que c'était pas si transparent que ça. C'est-à-dire qu'il valait mieux montrer patte rose ou patte bleue ou selon l'élu. Hein. Et la culture est hyper politisée. Et on me disait, ah, Monsieur Bat, c'est bien, mais vous pensez qu'est-ce qu'il m'avait sorti aux technologies contemporaines, à l'évolution de la danse et du théâtre. Finalement, non, pensez-y quand même. Je te demande, moi, comment tu écris ton dossier, là. Non, mais bon, gentiment, toujours. Mais n'empêche que gentiment, quand vous recevez 80 000 euros de subvention, c'est vrai, je vais y penser quand même, vous voyez. Bon, tu le fais pas finalement, mais vous voyez, si pression il y a, elle était avant. Aujourd'hui, mais jamais de la vie. Et c'est vrai que pour répondre plus précisément à la question, au départ, mes équipes étaient frileuses. Et je dois l'avouer, au départ, j'ai même mis dans les contrats, après le spectacle, vous montez pour boire un verre, on a un théâtre tout neuf, très beau, et il y a un restaurant au-dessus. Et évidemment, après, je vais voir les mécènes, enfin, je dis, c'est dans le contrat. Vous montez, boire un verre. Bon, ça, il ne faut pas trop les forcer en général, mais quand même, ils s'échappaient, non pas par peur, non pas par mépris, mais par peur. Parce qu'ils disaient, qu'est-ce qu'il va me demander, je ne sais pas quoi lui dire, et j'ai dû le mettre dans le contrat. C'était une clause même de remontrance, disons. Et après le spectacle, ils sont obligés de se changer, aller au restaurant, resto-bar, et, bon, ça a duré une fois. Après, quand ils ont compris que c'est des gens qui les aimaient, ça détend tout le monde. Mais il a fallu un petit peu quand même les pousser par l'épaule, ouais. Mais je partage, c'est terrible parce qu'on n'a pas de sujet de dissension.
Je me rappelle très bien d'un jour, on avait travaillé sur un projet pour mettre des sculptures sur un pont de Rouen. Et lors de la réflexion avec l'artiste et ses accompagnants, et ce n'était pas l'artiste qui posait les problèmes, c'était plutôt les accompagnants. J'avais dit, ben, ce serait bien qu'on puisse en discuter, qu'on puisse regarder, ainsi de suite. Et alors là, j'ai eu une personne qui s'est... Alors, c'était une femme. Excusez-moi, pour une fois, il faut bien qu'il y ait quand même une... Non, mais j'ai une personne Tu qui a te mets pris, la salade d'eau, hein, c'est pas moi. une personne qui a commencé à hurler en disant mais comment ça, droit de regard, l'entreprise n'a rien à voir là-dedans, c'est nous les artistes, de quel droit vous allez vous immiscer dans notre savoir. Et je rejoins, mais pour bien connaître le milieu politique des politiques de Rouennais, les vraies contraintes, ce sont les hommes politiques. Dès qu'il y a un personnage politique dans une structure, à ce moment-là, il demande énormément de comptes. Et l'entreprise, c'est pas notre compétence. Il y a un scoop à Rouen, il y a depuis hier soir, ça sera inauguré dans 10 jours. Le résultat de 10 ans de négociations pour pouvoir mettre une statue qui est sur le fronton de l'Opéra c'est l'histoire d'une rencontre avec un artiste, avec Jean-Marc Depas, et on a œuvré pour ça. Il a fallu 10 ans pour le mettre en place parce qu'il y avait le problème des politiques. Et quand on s'est vu avec le directeur artistique de l'Opéra, avec Jean-Marc le créateur et moi-même le bailleur, on a commencé à discuter sur le type de structure, de sculpture qui pouvait être mise sur le fronton. Il est évident, j'en discutais hier soir avec Jean-Marc Depas, je lui ai dit, je me suis amusé, quand il y a eu la discussion tous les trois, à un moment donné, je suis intervenu pour dire, tiens, on pourrait faire ça, et puis ils m'ont dit, mais non, attends. Et je me suis dit, alors il me dit, j'espère qu'on ne t'a pas vexé. Je lui ai dit, non, au contraire, c'était chacun sa place. J'ai commencé, c'est un petit peu comme si demain je vais donner des cours de rédaction ou de théâtre, pas sous prétexte que j'ai une petite culture. Non, c'est chacun sa place. Je crois que le chef d'entreprise, il est déjà tellement content pour la plupart de ceux que je connais de pouvoir accéder à des gens qui semblent quand même un petit peu à part dans un monde qu'il aurait eu du mal à côtoyer, il suffit, il y a, à part toujours un pourcentage d'imbéciles, il y en a toujours, mais globalement, non, il n'y a aucun danger pour moi à ce niveau-là. Jamais ça, on se fait ça. Jamais, non. Oui, non, je suis d'accord, Jean. C'est quelque chose entre nous, Jean. Il a regardé on va le vous prénom laisser. et avant. Merci à vous deux. Alors, bon, normalement, on se laisse une vingtaine de minutes pour des questions, mais là, vu qu'on vous a fait commencer un petit peu en retard et qu'on ne veut pas trop vous retarder dans votre journée. C'est moi, on va pas revenir là-dessus sans arrêt non plus. Stéphane. Je suis désolé. On va quand même prendre peut-être quelques questions, 5-10 minutes. Voilà, n'hésitez pas. À vous. Bonjour, Hélène Charbonneau, je travaille pour le Centre de musique baroque de Versailles. Bon, ça va très bien ensemble, un baroque Versailles, on est d'accord. J'ai une question en fait sur la question du temps, parce que vous-même vous disiez en fait, Jean Furet, que c'est vrai, les directeurs d'entreprise n'ont pas beaucoup de temps pour s'en occuper, donc comment les convaincre que ça ne va pas les dérouter un peu de leur fonction première qui est de s'occuper de leur entreprise. Et vous, Stéphane Battle, votre métier c'est d'être metteur en scène. Comment est-ce que vous faites la part des choses, de vous dire il va quand même falloir que dans ma semaine je fasse des coachings en effet théâtraux, ce genre d'événements. Comment faire la part des choses? On a embauché. On a créé des postes d'abord. Bon, le coaching, c'est le mécénat, c'est vous le savez, c'est 25% de contrepartie au maximum, ou pas du tout. Je veux dire, c'est pas une obligatoire. J'ai des mécènes qui me demandent de rien.
qui mécènent, qui défiscalisent, mais voilà, d'autres qui veulent vraiment les 25%, virgule 1 si c'est possible. Hein. Bon, après, chacun a son attitude. Donc, il y a beaucoup d'abord de... la contrepartie, c'est pas forcément du coaching. À chaque fois, ça s'invente, comme je vous disais. Ça peut être des petits stages de théâtre pour leurs enfants, des visites de coulisses, les répétitions. Donc, j'essaie quand même effectivement de m'arranger pour pas que ce soit trop chronophage, parce que c'est vrai que c'est compliqué quand même au bout d'un moment. Mais le plus compliqué, en fait, ça a été de gérer ce mécénat. C'est-à-dire parce qu'il faut l'oxygéner en permanence. Comme on disait, ça se réinvente, mais il faut quand même témoigner du respect, évidemment, pour ceux qui vous aident. C'est-à-dire une présence, pas hebdomadaire, mais enfin, il faut relancer par mail, il faut respecter ceux qui ont donné, il faut les remercier, et il faut les recevoir quand ils viennent au théâtre, etc. Il faut quand même pas que je passe à côté et dire ah oui, au fait. Et le problème, c'est que 80 plus les familles, plus il y a des mois, je plane complètement, hein, faut le dire. Donc, j'ai embauché quelqu'un, c'est Sandrine Marast, dont j'ai encore augmenté le temps dernièrement, parce que il me faut quelqu'un qui soit un relais entre eux et moi. Parce que ça me prend trop de temps. Et elle-même, ça lui prend maintenant 3 jours pleins par semaine, juste pour soutenir, être à l'écoute des besoins, me remonter leurs désirs. Quand je joue, elle va dans ma loge, elle me dit ce soir t'as un tel, un tel, un tel, un tel. Tu te rappelles, sa femme s'appelle Géraldine, ils ont 2 enfants. Oui. Alors je réapprends un 2e texte le soir. Mais je fais pas ça par hypocrisie, je fais ça parce que bon voilà, je sors de scène, je suis comme ça déjà, donc elle me coach aussi et elle me fait faire le tour. Etc. Donc j'ai besoin de gens qui m'encadrent. Et on a embauché quelqu'un d'autre à nouveau pour aider Sandrine. Parce que la maison, là, c'est carrément de la folie. Parce que déjà, faire construire, c'est un délire. Mais alors, faire construire par mécénat, c'est-à-dire par corps de métier qui vont s'enchaîner sur un calendrier, je ne sais même pas qu'on va y arriver, hein, sur leur bon vouloir, finalement, même si le mécénat vaut facturation. Donc, finalement, on a créé 2 emplois. Et ça me prend du temps. Mais ça me prend du temps, mais ça m'inspire aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais faire très vite. Avant, quand je voulais un décor, une barricade, on a fait Les Misérables, une grande barricade, vous savez là. Voilà, j'allais voir l'élu, je disais, il me faut 50 000 € parce que c'est formidable ce que je fais. Aujourd'hui, non seulement je me trouve bien ridicule et assez honteux même par rapport à l'argent public, mais aujourd'hui, ça me viendrait même plus à l'esprit. Ce que je fais, c'est que je vais voir mon club de mécènes. Je leur dis, écoutez, voilà, chers amis, moi, on va faire une barricade comme ça, comme ça, comme ça. Et il y a un mécène qui est menuisier, un autre qui est chaudronnier, un autre qui fait l'automatisme. Et il dit, on peut te faire un truc qui se décale avec des roulettes qui s'ouvrent. Ah bon, formidable, comme ça. Mais ils me disent, et c'est pas qu'ils interviennent, ils me disent, tu crois pas que tu pourrais la monter un peu parce qu'avec un axe comme... Ah ouais, peut-être des coupes comme ça sera plus facile. Et donc, c'est pas qu'ils ingèrent, ils viennent, c'est pas de l'ingérence, c'est au contraire une inspiration. Et du coup, ils unissent trois corps de métier ensemble, qui se connaissaient vaguement parce qu'ils étaient dans la salle. Mais le menuisier, il va travailler avec le chaudronnier, etc. Bon, déjà, il y a une émulation. Sauf que derrière, ils font connaissance. Et après, du coup, ils font du business ensemble. Ce qui fait que maintenant, il y a des gens, il y a des chefs d'entreprise qui viennent me voir, donc ça me prend plus de temps, qui veulent rentrer dans les clubs. Et je leur dis, ah bon, alors vous aimez le Grenier de Toulouse? Non, pas du tout. Ah bon, vous aimez pas le théâtre? Si, mais je sais pas, vous avez du théâtre, c'est ça? Ah bah oui, j'ai du théâtre, oui. Et c'est combien le ticket d'entrée? Le ticket d'entrée, de quoi? Pour votre portefeuille. De quoi? Votre portefeuille de mécène. Donc ils veulent rentrer dans le club juste pour faire du business. Et ils me disent, c'est combien? C'est 5 000, c'est 10 000? 12? Je sais même pas quoi dire, puisque le mec il s'en fout de ce que tu fais, bon, etc., etc. Et du coup après, ce qu'on a fait, c'est que donc ça crée une petite économie entre eux. Ils sont très contents de se voir. Et après par exemple, on a fait, pour finir, vous savez, il y a des speed meetings, speed dating. Speed dating, où on se rencontre vite fait, tout ça, bon. Et je me suis dit, ça serait marrant qu'ils se rencontrent entre eux. Et donc, j'avais loué un peu un palace, ça fait un grand hôtel un peu chic, comme ça je suis allé voir, je dis écoutez voilà, vous venez de construire, c'est tout neuf, mais vous n'avez pas de réseau. Moi j'ai un réseau, donc vous me prêtez c'est pas une boîte de nuit, mais une grande salle un peu chic, lounge, etc. Oui, c'est 2 000 €, vous allez voir, ça va pas être 2 000 €. Moi je vous amène 80 chefs d'entreprise. Ah très bien, je vous la prête, donc etc. Et pareil, on a mis des petites tables comme ça, 2 par 2, alors j'ai vu les règles sur internet, parce que je ne l'avais jamais fait. Et puis voilà, il faut se mettre face à face, 30 secondes, clac, 30 secondes on se décale de la table suivante, donc celui qui me suit, etc. Donc vous savez, on tourne. Et voilà, moi je fais ça, du nettoyage, moi je fais des menuiseries quand je klaxonnais, etc. Donc ça les amusait, mais sauf qu'à chaque fois ils échangent leurs cartes, etc. Et ils font du business. Et alors là, ça s'est enflammé aussi. Donc du coup, donc vous voyez, c'est aussi
créateur d'une économie. Je ne sais plus quelle était la question de départ. C'était la question sur le temps. Je crois que... Sur le temps, pardon. Voilà. Je Mais c'est très amusant en fait. ne sais plus quoi dire, là, il y a tout est dit. Non, mais globalement, vu du chef d'entreprise, le temps, c'est toujours pareil. Et ça rejoint ce qui est dit, c'est que en réalité, si on l'intègre dans une fonction, dans un travail, avec des contreparties qui sont un enrichissement culturel, mais également avec des rencontres, avec des capacités d'épanouissement de l'environnement, soit salarié, soit clientèle, ainsi de suite, c'est pas gênant. Le tout, c'est de bien comprendre la problématique de l'entreprise, quelle entreprise on a en connaître l'entreprise qu'on a en face de soi, pour pouvoir proposer à l'entreprise une coopération qui soit pérenne dans le temps et qui fasse dire au chef d'entreprise, bon, j'y passe du temps, mais derrière, j'en retire quelque chose. Alors pour un chef d'entreprise, ça pourrait être simplement effectivement rencontrer des partenaires potentiels. Pour un autre, ce sera son enrichissement personnel de manière strictement personnelle et égoïste. Pour un autre, ce sera l'enrichissement personnel de ses entreprises. Après, le temps, tout dépend aussi, c'est pas automatiquement le chef d'entreprise qui va passer du temps. Je réfléchissais en même temps en écoutant aux différents types de partenariats que j'ai eus avec des structures. Bon, l'opéra, ils sont très structurés, ils ont les moyens. Eux, c'est un échange qui en contrepartie duquel il m'apporte toute une structure de mise en place. Par exemple, quand on invite le personnel, il s'occupe de faire le mail d'invitation avec une fiche que l'on transmet avec les salaires. Il y a tout un travail que je n'aurai pas le temps de faire. Par contre, sur une autre structure qui est un orchestre, là, le temps, ils ont besoin de structures comptables, de gestion. Bon, là, je l'ai transmis dans les équipes et ça leur prend 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. C'est-à-dire que j'ai saupoudré le travail dans les équipes et ça rend service à tout le monde. Donc, il n'y a pas de cas qui soient similaires, mais le maître mot, c'est l'écoute, la partage, la connaissance d'autrui. Dernière question, peut-être. Moi, j'aurais une question en fait par rapport à la personne qui doit faire la prospection. En fait, moi, je suis Gabrielle Delaboulé, je suis l'administratrice d'un ensemble de musique baroque aussi qui s'appelle Les Paladins, dirigé par Jérôme Correas. Et je me demandais, parce que j'ai l'impression que c'est vous qui faites beaucoup la prospection en tant qu'artiste, justement. Est-ce qu'à votre avis, c'est quelque chose qui peut être délégué? Quel est le rôle de l'artiste, en fait, justement, dans la démarche de prospection auprès des éventuels mécènes? Le rôle est important, je crois, effectivement. Je crois que le chef d'entreprise, je parle sous contrôle, mais c'est vrai qu'il y a quand même un rapport humain à trouver. D'abord, que l'artiste, il faut qu'il aille un peu mouiller la chemise directement. Après, on peut déléguer certains rendez-vous. La prospection, c'est ce qu'il y a de difficile. Bon, je ne sais pas si ça fonctionne dans toutes les villes comme ça, mais à Toulouse, je me suis rendu compte que ça fonctionnait beaucoup par club. En fait, j'ai découvert qu'il y avait le club des avocats, le club des ingénieurs de la Cité de l'Espace, les clubs du Muretin, par exemple, d'une ville comme Muret, qui a son club de chefs d'entreprise. C'est des clubs. Et ce qui est dur, c'est de rentrer dans ces clubs. Et une fois que j'ai eu un mécène qui m'a pris la main et qui m'a dit viens entre la poire et le dessert, mais vraiment réellement, c'est-à-dire à la fin du déjeuner, on me donnait un micro, je me levais, je disais voilà bonjour mesdames et messieurs, etc. Et là je suis accompagné par mon assistante. Et donc vraiment là il faut quand même y aller quoi. C'est quand même il y a des moments assez forts quand même à vivre seul comme ça. Moi je me rappelle c'était le club des ingénieurs de l'espace, oui des ingénieurs de l'espace. Je vous jure, c'était hallucinant. Sur le parking, c'était toute la gamme BMW avec toutes les nuances de gris. Genre, je ne fais même pas exprès de dire ça, tiens. Je vous jure, il y a le gris comète, gris blanc. Je dis, oh là là, il y en a partout. C'est une conférence BM. Et à l'intérieur, la pièce était grise et que des mecs en costard gris.
Un film d'horreur, vous voyez. Donc j'étais là, oh mon Dieu, ils sont vivants, il y en a un qui a bougé, ça m'a fait peur. Et là, vous voyez, il faut se dire, oui, youpi, vous allez voir, le théâtre est super. Là, il y a une solitude. Hein. Le rafting, c'est rien à côté, hein, je peux vous dire. Mais là, il faut y aller, parce que si c'est elle qui y va, bon, elle est charmante. Bon, ça, déjà, ça fait une fille, mais non, il faut quand même que l'artiste il aille mouiller le maillot. Et je trouve ça un peu normal aussi, parce qu'il faut dire, voilà, je suis ça. La base du coaching de prise de parole, en fait, que j'ai découvert aussi, c'est de se dire pourquoi, en fait. Pourquoi vous cherchez du mécénat, par exemple, pour tel projet? Mais pourquoi vraiment? Pas parce que... Enfin, toutes les raisons, chacun a sa raison. Mais vraiment se dire pourquoi je suis là. Moi, pourquoi je suis là ce matin, je le sais. Voilà, je viens pas juste parce que c'est bien de venir une... Non. Et chaque projet artistique, en tout cas, si on monte Camus, si on monte un texte sur Frida Kahlo, sur etc., c'est trouver le pourquoi fondamental. Les acteurs, je leur dis le matin, on joue à Richard III, mon acteur il rentre sur le plateau, je lui dis mais pourquoi tu fais ce rôle? C'est toi qui m'as dit que je ferais Richard III. Je dis non, tu vas pas le jouer alors. S'il n'y a pas une nécessité, une gravité, c'est-à-dire au sens gravité physique aussi qui fait tenir debout, j'ai dit je ne peux pas te confier ce rôle. Il faut que tu saches pourquoi tu fais ça. Et c'était sympa de ma part de le dire aux autres, mais après moi je dis mais pourquoi tu fais ça? Parce que moi je crois à cette histoire du Grenier de Toulouse. Je suis honoré d'être un chaînon dans cette histoire-là. Je serais honoré de le transmettre à mon tour. Il y a quelque chose qui me paraît essentiel dans ma vie. Donc, bon, ben oui, je vais dans la salle grise avec les mecs en BM parce que je sais pourquoi j'ai l'envie de faire ça. Et là, tout d'un coup, la communication, elle est imparable. Mais c'est vrai que l'artiste, il faut qu'il... S'il y va pas, c'est qu'il y a un problème, de toute façon. C'est qu'il peut pas... Son pourquoi est pas clair. Enfin, il me semble. Hein. Voilà. Peut-être aussi parce qu'il ne sait pas communiquer avec des gens qui sont différents de lui. Parce que une des grandes... Alors, c'est une question qui n'a pas été posée, mais j'y réponds déjà. Vas-y. Une des grandes difficultés, on a eu des échanges avec les artistes, les chefs d'entreprise, c'est que chacun reste dans son monde et personne ne s'occupe du monde de l'autre. Et ce qu'il faut expliquer aux artistes, c'est que il faut qu'ils apprennent à sortir de leur monde de la culture pour s'intéresser au métier de l'autre. Parce que on parle s'intéresser, qu'eux-mêmes disent monsieur, vous êtes menuisier, mais c'est quoi votre métier? Parce que tout individu, d'ailleurs on est là et on le prouve, tout individu aime bien parler de lui, de ce qu'il a vécu, de partager. Et le fait que l'artiste fasse le pas vis-à-vis d'un artisan pour lui demander de parler de lui, ça va décomplexer, ça va aider. Et ensuite, que l'artiste n'hésite pas également à parler avec des mots simples de son métier et de rechercher tous les points, tous les ponts qui y a entre les deux. Je pense que c'est une nécessité parce que sinon, je me rappelle d'une réunion, d'un repas qui était terrible parce qu'il y avait tous les chefs d'entreprise qui parlaient entre eux. Les artistes étaient entre eux, parlaient entre eux, et finalement, j'écoutais ça avec un petit peu de recul. Il y avait 2 tables. Il faut vraiment faire attention à ça pour qu'ensuite il y ait cette complicité, qu'on arrive après à se comprendre, à casser la glace de manière à aller dans un travail en commun. C'est fondamental, je pense. Il y avait un film là-dessus qui était avec Jean-Jacques Bacry qui était très bien. Je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Pour ceux qui l'ont connu, non, il n'y a pas de cinéphile ici. Moi, je n'ai pas de mémoire. Alors, où Jacques Bacry, enfin l'acteur, était un chef d'entreprise hyper complexé vis-à-vis d'un monde d'artistes qui le regardait de haut avec beaucoup de mépris. Bon, si un jour vous tombez là-dessus, vous penserez à moi. Très bien, bon, je pense qu'on est arrivé au terme de cette conférence. Donc, merci pour ces beaux témoignages qui nous montrent bien que ces démarches, elles se construisent dans la durée, en ayant une capacité à vraiment être ouvert à l'autre, aller à la rencontre d'autrui, et puis faire preuve un peu d'audace, d'innovation et de persévérance.
Donc merci encore une fois à vous deux, on était très heureux de vous recevoir aujourd'hui ici, chez nous. Merci à vous d'être venus assister à cette conférence. Donc 12, c'est terminé pour cette fois-ci. On vous donne rendez-vous le 21 octobre pour la prochaine session dont la thématique sera dévoilée d'ici la fin du mois. Et en attendant, donc pour celles et ceux qui le souhaitent, on va se retrouver à côté pour prendre un café, débattre encore sur le sujet. Voilà, merci et à bientôt. Merci beaucoup. Et si je passe par Toulouse, j'irai au grenier. Je t'invite.